Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner pour votre 13h. Voici les titres de ce vendredi 13 décembre. Le communiqué est tombé il y a quelques minutes. François Bayrou sera le futur Premier ministre. On croyait pourtant la piste abandonnée il y a encore une demi-heure. Emmanuel Macron a négocié jusqu'à la dernière minute. Que s'est-il passé en coulisses? Nous serons à Matignon avec Astrid Mesmorian et Nathalie Saint-Cric nous livrera son analyse en plateau. J-2 avant la visite du pape en Corse. Les habitants se préparent avec une grande fierté. Vous verrez qu'ils ont largement participé à l'appel aux dons pour financer la venue du souverain pontife. Une grève qui pourrait gâcher les fêtes de certains d'entre vous. Une partie des salariés du transporteur DHL a cessé le travail. Des milliers de colis sont bloqués dans les entrepôts. Son succès augmente quand les températures baissent. La raclette est l'un des plats hivernaux favoris des Français, pas seulement pour réchauffer nos soirées. Beaucoup de restaurants la proposent dès le midi. Reportage dans ce journal. Et nous resterons dans une ambiance hivernale pour votre 13h en week-end, direction les Pyrénées. On va visiter la vallée d'Oueil et nous retrouverons Isabelle de Lyon pour ses coups de cœur à Luchon. Bonjour Isabelle et à tout à l'heure. Jusqu'au bout du suspense, François Bayrou est donc le futur Premier ministre. Emmanuel Macron l'a nommé il y a quelques minutes. On attend maintenant la passation de pouvoir entre Michel Barnier et le président du MoDem qui accède donc à Matignon après une riche carrière politique. Caroline Motte, Benjamin Delombre et Marc Dana. Après un appel téléphonique hier soir et près de 2 heures d'entretien ce matin, Emmanuel Macron a arrêté son choix, celui d'un allié historique, François Bayrou. Un centriste, poids lourd de la politique. Mais ces Français rencontrés ce matin semblent partagés. C'est un homme d'État, c'est un homme d'expérience. Est-ce que ce sera un homme de consensus? Ça reste à démontrer, on verra. C'est une valeur qu'on connaît depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'il va vraiment conforter tout le monde? C'est quand même quelqu'un qui a retourné sa veste plusieurs fois. Et je pense que il n'est pas du tout adapté pour... Il est trop mou. Sa fidélité à Emmanuel Macron, voilà l'une des raisons de sa nomination. En 2017, il accepte de s'effacer pour le soutenir. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Pourtant, c'est bien de l'Élysée que François Bayrou rêvait. Après 4 ans passés au ministère de l'Éducation nationale, il se présente 3 fois à la présidentielle. En 2002... Il faut un 3e homme. Et cette séquence d'une gifle donnée à un enfant qui, dit-il, lui faisait les poches. En 2007, quand il atteint les 18% au premier tour. Je suis candidat à la présidence de la République. Et enfin, 2012, éliminé, il appelle à voter pour François Hollande contre Nicolas Sarkozy. En 2017, François Bayrou fait un passage éclair place Vendôme comme garde des Sceaux dans le gouvernement Philippe. Mais lui qui a toujours plaidé pour la moralisation de la vie publique est poursuivi dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Il est finalement relaxé. Ce jour de décembre 2022, dans son bureau... Citron bouillant avec du miel. Ah, pour la gorge. Non. Non, pour l'énergie. Voilà comment il se définit. Je suis Gémeaux ascendant Balance. Ce qui fait comme une complexité, n'est-ce pas? Centriste, quoi. Non, central. À défaut de l'Élysée, c'est aujourd'hui à Matignon que François Bayrou espère s'imposer comme l'homme de la situation. François Bayrou qui était donné favori pour Matignon ces derniers jours jusqu'à ce matin, 8h30, et son arrivée à l'Élysée. Il s'est entretenu pendant près de 2 heures avec Emmanuel Macron et il paraît que les murs ont tremblé. Retour sur une matinée mouvementée avec Béatrice Jolot et Marc Dana. François Bayrou est arrivé à 8h30 ce matin à l'Élysée. Près de 2 heures d'entretien très tendu avec Emmanuel Macron. À la sortie, toujours pas de fumée blanche au-dessus du palais. En revanche, toute la matinée, d'autres noms continuaient de circuler pour Matignon. Roland Lescure, Sébastien Lecornu ou encore Bernard Cazeneuve. Emmanuel Macron semble retarder son choix alors qu'il avait lui-même promis de dévoiler le nom du Premier ministre hier soir. Ce matin, le Rassemblement national préfère ironiser sur la situation. Il y a une nécessité de nommer un Premier ministre pour construire le budget de la France. C'est vrai qu'on est habitué à ce qu'Emmanuel Macron nous raconte n'importe quoi, qu'il dise le nommer le lundi et puis finalement il est nommé 15 jours après. Donc on l'attend pour la Saint-Glinglin. Les Français, eux, sont partagés sur la question.
Ce qui m'importe vraiment, c'est qu'on prenne le temps nécessaire, qu'on s'entende sur une politique et un gouvernement qui ne soit pas censuré dans 15 jours. On l'attend avec impatience, je pense, pour avoir un peu plus de stabilité et avoir une idée de ce qui pourrait arriver et quel type de gouvernement on va avoir. La matinée d'attente s'est achevée il y a quelques minutes. C'est bien François Bayrou qui foulera le tapis rouge pour une passation de pouvoir cet après-midi. Et on vous retrouve, Astrid Mesmorian, justement à Matignon, près de ces tapis rouges qui attendent depuis plusieurs heures maintenant. Est-ce qu'on a des précisions sur la passation de pouvoir ? Eh bien, écoutez, on nous dit incessamment sous peu, c'est imminent. En tout cas, en effet, tout est prêt, tapis rouges et micros. C'est donc un allié historique d'Emmanuel Macron qui va rentrer à Matignon tout à l'heure, succédant à Michel Barnier. À 73 ans, le centriste aura la lourde tâche de dégager du consensus à l'Assemblée nationale. Une assemblée morcelée entre 3 blocs. L'ex-ministre de l'Éducation et éphémère garde des Sceaux a vu Emmanuel Macron ce matin durant 1h45 et il va devoir au plus vite convoquer tous les partis pour tenter de dégager un accord de non-censure. Merci beaucoup Astrid, en direct de Matignon. Bonjour Nathalie Saint-Cricq. Bonjour Maya. On avait envie d'avoir vos informations sur cette matinée. Est-ce qu'on a déjà vu d'abord une situation pareille sous la Ve République ? Non, Emmanuel Macron continue à jouer le maître du mystère. C'était entre ça et au théâtre ce soir. C'est qu'on a eu 48 heures, le lendemain, dans 1 heure. François Bayrou qui rentre, ça s'est mal passé, ça s'est bien passé, ça pourrait être lui, ça pourrait être Roland Lescure. Bon, on est passé par toutes les phases et à la fin, ça fait 1 heure que personne ne répond plus à aucun téléphone. Donc voilà, la patience a payé, c'est François Bayrou et c'est logique. Il est au centre. Il fallait quelqu'un qui soit... S'il était trop à gauche, il perdait la droite. S'il était trop à droite, il perdait la gauche. Et d'une certaine manière, quelqu'un qui soit expérimenté. Parce que pour réussir dans cette espèce d'assemblée éclatée, comme le disait Astrid, il faut quand même savoir un petit peu s'y prendre. On ne peut pas avoir un technicien. Et que c'est quelqu'un qui, manifestement, a réussi à gagner sa place. Je m'explique. Il avait été pressenti. Tout le monde pensait après, en gros, que c'était parti pour François Bayrou. Et il y a eu quelque chose qui a bloqué hier soir. Ça s'est réglé un peu dans la nuit. Pas réglé, c'est-à-dire manifestement, Emmanuel Macron a dit à François Bayrou, finalement, ça ne sera pas toi. Manifestement, il y a eu une grosse colère de François Bayrou, non pas sur je l'ai mérité, je le vaux bien, ou je ne sais pas quoi, mais sur, très bien, à ce moment-là, le MoDem n'est plus dans la majorité. Ça n'a pas de sens. Et manifestement, donc, Emmanuel Macron a calé. C'est pas une menace, c'était une logique politique. C'était de dire, ça n'a pas de sens tout ça. Si c'est Roland Lescure, on perd le LR. Si c'est Sébastien Lecornu, on dirait que c'est un trop proche de Macron. Et comme ce Béarnais a un caractère, même pas de cochon, de sanglier, on sait qu'il a affronté l'UMP plusieurs fois dans des salles pleines en disant si on pense tous la même chose, ça veut dire qu'on ne pense rien. Il s'est fait siffler. Je pense qu'il a obtenu gain de cause et puis peut-être il a un peu fait peur à Emmanuel Macron. Merci beaucoup Nathalie pour cet éclairage. Et vous, que pensez-vous de la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre ? Nous vous avons posé la question. Étienne Préjean avec Brice Parère. François Bayrou nommé Premier ministre. Premier sentiment tout à l'heure sur ce marché à Lyon. Oh non. Ah d'accord. C'est un homme de synthèse. Bon, il a un peu d'expérience politique. On se retrouve toujours avec les mêmes qui reviennent. Donc c'est pas un bon choix pour vous ? Pour moi, non. François Bayrou, homme politique du centre, soutien d'Emmanuel Macron. Anne-Cécile Groléas, artiste, espère un gouvernement plus social. De gauche. Je pense que les Français se sont exprimés en juin, quoi. La majorité, même si on ne la décrète pas comme ça, elle était plutôt à gauche, quoi. Et puis les Français, ils se sont exprimés aussi dans la rue depuis pas mal de temps. Donc ils ont exprimé aussi ce qu'ils ressentaient. Le PS lui a prévenu. Tout socialiste entrant dans un gouvernement qui ne serait pas de gauche sera exclu du parti. Mais pour Jean Rousset, retraité, François Bayrou a la capacité de rassembler. Dans la situation actuelle, je crois que c'est l'homme qui pourrait effectivement apporter une réponse à la stabilité suite à cette dissolution, parce qu'il a quand même des appointances à gauche, à droite, donc pour aller jusqu'aux prochaines élections, ça peut être bon. Plus pessimiste, Sostène Fayolle n'avait même plus de préférence. Désabusé par la politique, ce producteur de miel ne voit pas d'avenir au gouvernement qui sera formé par le maire de Pau. Est-ce qu'il doit plutôt gouverner avec la droite ou plutôt avec la gauche ? Qu'est-ce que vous sentez là-dessus ? Avec ce qu'on lui permettra de faire, surtout. Donc, je lui souhaite bien du courage, c'est surtout ça. Beaucoup de courage.
J'ai rien contre, hein, mais à mon avis, il n'arrivera pas mieux que celui d'avant. Avant la fin du quinquennat, il reste 30 mois, soit 10 fois plus que la durée du gouvernement Barnier. Alors au-delà de la question des personnalités au poste de Premier ministre, on s'interroge sur la ligne politique du futur gouvernement. Combien de temps tiendra François Bayrou dans l'enfer de Matignon? Avec qui pourra-t-il gouverner? Élément de réponse, Alexandre Peyrou avec Annie Triboire et François Desraux. Mission prioritaire de François Bayrou, gouverner avec une assemblée plus divisée que jamais. Mais est-ce réellement possible de réunir une majorité et de résister? Du côté du Rassemblement national, on l'affirme, pas de censure a priori, à la condition d'un changement de politique. Je crois qu'il y a une aspiration au changement très forte, encore une fois, dans notre pays. Et la politique qui va être menée ne peut plus être celle d'Emmanuel Macron. Or, c'est précisément la voie sur laquelle était engagé Michel Barnier. Donc, la balle est désormais entre les mains de François Bayrou. Mais du côté des Insoumis, cette nomination ne fait aucun doute. Les orientations politiques ne bougeront pas. Une motion de censure sera donc déposée. Ça sera à mon avis la même punition pour notre part, c'est-à-dire une motion de censure en 49.2 très rapidement, et puis au moment du budget, si celle-ci n'aboutit pas. Que fera le reste de la gauche, c'est toute la question. François Bayrou espère en tout cas pouvoir ramener à lui une partie des socialistes, mais rien n'est gagné. Et voilà ce que l'on pouvait dire donc sur la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. Le communiqué a été diffusé il y a moins d'une demi-heure. On attend maintenant la passation de pouvoir. La Corse attend François. Le pape arrive dimanche sur l'île de Beauté où il va notamment célébrer une messe à Ajaccio. Une visite historique et qui coûte cher, près de 2 millions d'euros. Ils ont été financés en partie grâce au succès de l'appel aux dons. Audrey Richier et Raymond Chaplard. Le visage du pape s'affiche au cœur d'Ajaccio et des rues au balcon, la ville se pare du drapeau jaune et blanc du Vatican. À moins de 2 jours de la venue du souverain pontife en Corse, les premiers pèlerins sont déjà arrivés. On est impatiente, on a hâte d'être là. Moi je viens du continent, donc je suis là depuis quelques jours pour essayer de pouvoir assister à ce bel événement. On est très heureux, très fiers qu'ils viennent chez nos amis corses. Une visite préparée en moins d'1 mois et pour laquelle il a fallu compter sur la générosité des Corses. Cette fleuriste a ainsi délaissé sa boutique pour venir décorer la cathédrale où passera le pape. Les fleurs ont été offertes et nos services aussi. On donne quand même de nos heures pour cette occasion exceptionnelle. On ne peut pas ne pas participer. Il y a 1 mois, l'évêché a lancé un appel aux dons pour financer l'événement. Des fonds récoltés parfois au coin de la rue. Ici, ces bénévoles du diocèse vendent des produits à l'effigie du pape François. Une étole, un t-shirt, un tote bag et un petit drapeau. 30 € pour le sac complet. Une bonne action pour cet habitant qui compte l'offrir en cadeau. C'est une façon de faire plaisir à tout le monde, je crois, voilà, tout simplement. À tous ceux à qui ça va bénéficier, et à ma mère et à ma sœur. Les grandes surfaces ajacciennes aussi ont permis de lever des fonds lors du passage en caisse. Est-ce que vous souhaitez faire un don pour la venue du pape? Oui. Oui. Alors, de combien, monsieur, c'est libre? 5 €. 5 €. Il y a des gens qui sont très sensibles, donc qui participent vraiment bien, à hauteur de parfois 20, 30 €. Environ la moitié des clients ont donné, comme cet Ajaccien ce matin. C'est tellement exceptionnel qu'on reçoive le pape. On fait un geste. Au total, près d'1 million d'euros de dons auraient déjà été récoltés, soit près de la moitié du budget de la visite papale sur l'île de Beauté. L'inquiétude grandit à Mayotte alors que le cyclone Chido approche. L'alerte rouge pourrait être déclenchée demain. En attendant, le gouvernement vient d'envoyer des secours en renfort dans le département. Le préfet, lui, demande aux habitants de se préparer. Victor Frédéric avec nos confrères de Mayotte la Première. À quelques heures de l'arrivée du cyclone Chido, rien dans le ciel de Mayotte ne laisse encore deviner ce qui attend l'île et ses habitants. Pourtant, partout la population s'active et se prépare. Dans les jardins, les arbres qui menacent les maisons sont abattus. Cette professeure de mathématiques a pris toutes ses dispositions pour affronter au mieux la tempête. On remplit au maximum la cuve et du coup on a un stock de bouteilles d'eau sous l'évier. Une fois qu'on sera barricadé à l'intérieur de la maison, je me sentirai sereine. Après, je pense que dès que l'électricité va couper, ça va peut-être amener une ambiance un peu plus anxiogène. En ville, les supermarchés voient défiler les chariots remplis de provisions.
Des bouteilles pour prévenir les coupures d'eau et des vivres pour plusieurs jours. J'ai tout ce qu'il me faut, en tout cas pour tenir au moins une semaine s'il y a vraiment quelque chose de grave. Nous sommes directement impactés sur l'œil du cyclone de Chido. Donc oui, ça m'inquiète parce que récemment j'ai vécu le même phénomène à La Réunion. Donc voilà, aujourd'hui, il faut se préparer. Le cyclone et ses vents à plus de 200 km/h devraient frapper l'île seulement demain matin. Mais ces pêcheurs ont déjà reçu la consigne de rester à terre. Là, on sait déjà, on nous dit que c'est bientôt. Donc on va tous se mettre à l'abri, on va tout simplement essayer de voir comment évoluent les choses. Mais ce qui suscite particulièrement l'inquiétude des autorités aujourd'hui, ce sont surtout ces quartiers pauvres et leurs habitations fragiles. Plusieurs centres d'hébergement comme celui-ci se préparent à accueillir des centaines de sinistrés en attendant le passage du cyclone Chido. En Syrie, ce vendredi, jour de prière, revêt une importance particulière. C'est le premier depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. La coalition armée qui a pris le pouvoir appelle la population à faire la fête dans les rues. Stéphanie Pérez avec Chloé Cormery et Bruno Bervas. Ils vont tous dans la même direction, vers la grande mosquée des Omeyyades, l'un des symboles de Damas, pour cette première prière du vendredi de l'après-Bachar el-Assad. Une foule compacte qui brandit les drapeaux de l'armée syrienne libre et qui n'en finit pas de savourer sa liberté. Ici, c'est un lieu sacré. C'est ici qu'on doit se retrouver tous ensemble pour la première semaine de la victoire, pour la Syrie. Accueillis en héros, les combattants islamistes. Image surprenante de ces hommes qui entrent exceptionnellement avec leurs armes dans la cour de l'édifice religieux. Les nouveaux maîtres du pays n'en finissent pas de poser pour des selfies avec les fidèles. L'un de leurs chefs harangue la foule. Nous voulons vivre librement et avec respect. Et tout ce peuple syrien veut vivre dans la paix et le respect. Dans les prières de ce premier vendredi de liberté, un immense espoir. Aucun ne veut parler ici des incertitudes sur la future administration islamiste. Encore trop de traumatismes à surmonter avant de s'interroger sur l'avenir. Ce gouvernement terroriste m'a pris mon frère. Ils arrêtaient tout le monde sans aucune raison. Ils ont enlevé son père, mon neveu qui n'avait qu'1 an. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Moi, je n'étais pas venu à Damas depuis 15 ans. C'était trop risqué de prendre la route pour venir ici. La police pouvait t'arrêter pour te mettre en prison ou tout recruter de force. À l'extérieur de la mosquée, les portraits des disparus de la dictature. Leurs fantômes hantent la Syrie de l'après-Bachar el-Assad. L'image semble sortir d'un film catastrophe. La scène est pourtant bien réelle. Un avion de tourisme a dû atterrir en urgence sur une autoroute dans le sud du Texas. Il n'a pas pu éviter certaines voitures qui circulaient à ce moment-là. 5 personnes ont été blessées, dont le pilote qui s'en est miraculeusement sorti. L'avion s'est littéralement, vous le voyez, coupé en 2. Aurez-vous vos cadeaux à temps pour Noël? C'est toujours l'angoisse pour celles et ceux qui achètent en ligne. Peut-être un peu plus encore cette année. Une partie des salariés du transporteur DHL est en grève sur la question des salaires. Des milliers de colis s'accumulent dans les entrepôts, comme à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, où se sont rendus Julien Bigard avec Camille Rijade et Alexandre Lepinet. Des centres de tri à l'arrêt et des colis qui s'amoncellent à 12 jours de Noël. De Roissy à Lyon, en passant par Marseille, la grève qui touche le transporteur DHL bloque les entrepôts et donc la réception de commandes des Français. Les syndicats réclament le retour de la prime d'intéressement pour reprendre le travail. Ça fait 1 semaine que nous sommes en grève. On joue sur le pourrissement, c'est inacceptable pour une entreprise qui se dit employeur de choix. Et c'est pourquoi nous allons continuer pour nous faire entendre et qu'on ait un retour qui soit honorable et respectable. 300 salariés sont en grève selon la direction, sur les 3000 que compte DHL en France. Chaque jour qui passe, c'est 12 000 colis supplémentaires qui restent bloqués. À Marseille, ces habitués de la livraison sont inquiets, car Noël approche. Ça met dans un état de stress, effectivement, et puis ça peut aussi faire réfléchir sur le fait de savoir si on achète le produit ou pas, du coup. Parce que si on n'est pas sûr que ça arrive à temps, il faudra peut-être trouver une autre solution. Ça, c'est problématique, parce que surtout que nous, on est une entreprise, donc si les colis n'arrivent pas, ça risque de nous-mêmes nous mettre en porte-à-faux auprès des clients, du coup.
La direction du groupe de transport, qui se dit spécialiste de la livraison express, se veut rassurante. Oui, certains colis prennent du retard, mais ils seront bien livrés. Un colis que vous attendiez aujourd'hui, potentiellement, vous l'aurez le jour d'après. C'est surtout ce genre de délai dont on parle, en tout cas. Donc on peut s'attendre à recevoir quand même nos colis avant les fêtes, avant Noël ? Bien sûr, on va tout faire pour. Au mois de décembre, le groupe doit livrer 50% de colis en plus qu'un autre mois de l'année. Une enquête est en cours pour tentative de meurtre à Perpignan après des tirs à l'arme lourde sur le portail d'une maison. Une famille se trouvait à l'intérieur. La fusillade a été mise en scène et diffusée ensuite sur les réseaux sociaux. Valentin Châtelier, Romane Sabatier et Audrey Burla. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme sort de cette voiture, arme à la main. Il tire en rafale en direction de cette maison. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avec la bande-son d'un film sur un tueur à gages. Nous avons choisi de ne pas diffuser le son. À l'intérieur, un couple et un nourrisson de 9 mois, encore choqués. On a entendu des tirs, je me suis levé en sursaut, on aurait pu laisser notre vie quoi. Ce jour-là, on s'est endormi tôt. Habituellement, on fume des cigarettes là. Donc on aurait pu ouvrir la porte à ce moment-là et on aurait tout reçu. Ça a traversé jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la cuisine, dans le salon, ça a traversé partout en fait. Les faits se sont déroulés à Perpignan, dans le quartier du Bas-Vernay. Ce matin, les impacts de balles sont encore visibles sur le portail et les habitants inquiets. Ah, j'ai eu très peur. J'ai dit, ça y est, ils vont le faire aussi à notre maison, j'avais peur. C'est assez récurrent, sinon c'est les voitures qui prennent feu, il y a eu la pharmacie qui a pris feu, donc le niveau sécurité, elle n'est pas top, quoi. Mais comment expliquer un tel déchaînement de violence dans ce quartier touché par le trafic de drogue ? La vidéo des tirs peut faire penser à un règlement de compte lié aux stupéfiants, selon ce syndicat de policiers. C'est un outil qui est utilisé de plus en plus par les trafiquants, et notamment, là, dans ce cas de figure, la volonté, c'était surtout de bien montrer la détermination et qu'on pouvait aller très loin en matière d'intimidation. Les personnes visées font partie d'une famille harkie et parlent d'un différend et d'un conflit communautaire. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et confiée à la police judiciaire de Perpignan. Ils sont fatigués, mais ils entendent maintenir la pression. Les agriculteurs n'excluent pas de nouvelles actions pendant les fêtes. En attendant, ils continuent de manifester, comme ici à Béziers, tout près d'une centrale de distribution de divers produits. Il y a tout juste une semaine, nous entrions dans un week-end historique avec la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une fête pour les catholiques, pour les amoureux du patrimoine, mais aussi pour les commerçants parisiens. Les millions de visiteurs présents ont dopé le secteur touristique et ce n'est sans doute pas terminé. Lucas Franchino et Olivier Palomino. Une file d'attente de plusieurs centaines de mètres pour espérer voir Notre-Dame dans sa nouvelle robe. François Notte est venu d'Alsace, alors il faut s'organiser 3 nuits d'hôtel et pour le repas, direction le restaurant. On vit à la parisienne pendant 4 jours là. Ouais, on profite des commerces ? Des commerces, des restaurants, des brasseries et plein de bonnes choses. La cathédrale devrait accueillir 15 millions de visiteurs en 2025, contre 10 à 12 millions les années précédentes. Une affluence profitable pour les commerçants aux alentours. J'arrive de Biarritz et j'en profite d'avoir un petit rendez-vous à faire pour retrouver ma tati. Est-ce que quand on vient visiter Notre-Dame, on en profite pour visiter les commerces à côté, boire un café ou... Ah bah oui, c'est obligatoire. Ouais, on va prendre un petit temps pour ça, oui. Placé face au monument le plus visité de France, ce galeriste en profite pour mettre en avant les œuvres qui représentent Notre-Dame. Par exemple, dans la vitrine, ce sont différents artistes vraiment de différentes époques qu'on peut voir, donc histoire que ça parle à un plus grand nombre. Et ça marche, les clients sont de retour. Aujourd'hui, on a eu deux femmes qui sont venues et qui voulaient précisément une vue de Notre-Dame à telle époque, enfin voilà, quelque chose d'assez précis. Cet hôtel à 5 minutes de la cathédrale n'a pas désempli ces dernières années, mais depuis lundi, ses clients viennent spécifiquement pour la réouverture et les réservations s'enchaînent en décembre. Il y a encore des petits trous à remplir et on table sur les promotions de dernière minute pour remplir. Mais on sait que c'est un mois où on fera 85-90% de taux d'occupation. Le week-end dernier, cafés, hôtels et restaurants du quartier ont enregistré une hausse de 25% de leur chiffre d'affaires, comparé
au même week-end l'an passé. Nous sommes le 13 décembre et sachez que c'est la journée mondiale de la raclette. Un plat réconfortant, l'autre mot pour dire gras, et que l'on consomme dès le déjeuner au restaurant. La promesse d'un après-midi certes peu productif, mais d'un moment de convivialité. En tout cas, les Français sont fans. Pierre-Yves Salic et Mathieu Bierden. Avec l'hiver qui approche dangereusement, c'est le plat préféré des Français. Peut-être pas la raclette du matin, mais l'autre, celle dont on peut parler avec le sourire sur un coin de trottoir. Mon mari adore ça. Et puis, c'est très facile à préparer, surtout. C'est un plat convivial. Voilà, c'est convivial. On boit quand même bien, puisque ça donne, c'est salé, tout est salé quand même. Dès qu'il fait sombre, on se dit, OK, on a besoin de réconfort, bonne raclette. J'adore ça, mais j'en mange très peu parce que ça fait grossir. Le plat qui fait grossir rien qu'en le regardant se mange aussi sur le pouce à midi dans ce restaurant spécialisé. Mais est-ce bien raisonnable ? Je ne vais pas faire de jogging juste après. Après, on va encore travailler ardemment cet après-midi. C'est pour ça qu'on est venu le vendredi, comme ça, on a le week-end après pour se remettre. Charcuterie, patates, fromage, le triptyque gagnant peut varier pour attirer encore plus de clients. Aujourd'hui, on fait du saumon, on fait d'autres choses pour les gens qui ne mangent pas forcément de la charcuterie. On s'adapte aux végétariens aujourd'hui, on s'adapte au monde vegan, on s'adapte à tout. Enfin, il faut s'adapter à tout. Nous mangeons environ 1 kilo de fromage à raclette par an, pas en une seule fois, espérons-le. Cette fromagerie parisienne double ses ventes de mi-novembre à février avec 11 variétés de fromage. Alors là, on va avoir de la raclette à l'ail des ours, de la raclette nature savoyarde, de la raclette à la truffe et de la raclette fumée. Je pense que c'est important, les gens ont envie de... quitte à mettre un petit peu, peut-être un petit peu plus cher, mais de manger des bons produits. La raclette, le plat qui ne demande aucun savoir-faire particulier, se savoure donc en groupe, sans trop de modération. Maintenant, si vous préférez la solitude de l'être humain face à sa raclette, c'est vous qui voyez, ou pas. Et pour digérer, que diriez-vous d'une petite balade dans les Pyrénées ? C'est le moment de vous emmener en week-end, cap sur la vallée d'Oueil. Amateur de calme, de nature et de tradition, cette destination est faite pour vous. Reportage Marie-Candice Delouvrier et David Bress. Elle fait partie des petites vallées les mieux préservées des Pyrénées. De celles qui offrent le privilège de se sentir seule au monde. Avec son chapelet de village, sublimé par les premières neiges de décembre, tout ici nous invite à ralentir, des cimes à l'assiette. Le 13h en week-end vous emmène dans la vallée d'Oueil, pour une parenthèse apaisée, loin des grandes stations de ski. Derrière notre guide, nous sommes les premiers à ouvrir ce chemin dans la neige fraîche. La Passéjade, comme on l'appelle, est accessible à tous, en raquette. Donc là ici on arrive sur un petit pont qui traverse la Neste d'Oueil et c'est un cours d'eau qui va rejoindre le torrent de Luchon pour aller se jeter dans la Garonne derrière. L'Oueil, c'est la source qui berçait toute la vie de cette vallée, du temps où l'agriculture et ses petits moulins rythmaient le quotidien des habitants. On avait des cultures de blé, de maïs et autres avant, donc il fallait transformer ici pour que les gens y puissent vivre. On vivait en autarcie. On vivait en autarcie. On imagine le courage qu'il fallait aux meuniers à l'époque pour travailler dans ce lieu sombre et mal isolé. On mettait le grain là-dessus, il coulait dans la meule, il était broyé entre les deux meules de granit et on récupérait la farine en dessous. Cette vie agro-pastorale nous paraît bien loin aujourd'hui. La vallée comptait plus d'1 millier d'habitants au début du 19e siècle. Ils ne sont plus qu'une centaine de chanceux désormais. Arrivés de Vendée il y a plus de 30 ans, Patrick et Marilus ne sont jamais repartis. Souvent, vous êtes tout seul ? Ah oui, oui, oui. Là, ici, quand on part, on est toujours tout seul, oui. C'est le paradis ? Ah, ça peut être le paradis, oui. Dans le charmant village de Sirès, nous avons rendez-vous avec un autre Pyrénéen d'adoption, amoureux de ce que la nature peut offrir ici. Juan de Benedetto est argentin. Et ça, c'est du pollen. Mais sa cuisine est quasiment 100% pyrénéenne grâce à des éleveurs et des maraîchers locaux. Notre idée, c'est de mettre en valeur le travail des gens qui nous entourent. Parce que c'est grâce à eux qu'on existe aussi. C'est merci à eux qu'on est là. C'est eux qui nous ont encouragés à venir. Une cuisine exclusivement au feu de bois pour ne pas dénaturer le produit. Respect des goûts et des traditions. Dans ces petits villages, seuls l'ardoise, la pierre et le bois sont autorisés.
À l'entrée de la vallée, la petite commune de Benké, dessus et dessous, comprend 2 églises romanes. Juste la grille, il faut avoir l'habitude. Hein. Grâce à ce retraité du village, voilà. La plus ancienne des 2 est souvent ouverte au public. Serrure d'époque. À l'intérieur, quelle surprise! Sur presque tous les murs, des fresques du XVe siècle. Des scènes de la Passion du Christ. Le baiser de Judas. Avec leurs teintes rouges et ocre, très bien conservées, elles ont été découvertes par hasard dans les années 60, lors d'un dégât des eaux. Il y avait un enduit de plâtre sur les murs. Et suite à l'eau de pluie qui a coulé, le plâtre par endroits fichu le camp. Et donc ils ont décidé d'arranger ça, et en retirant le reste de plâtre, ils sont tombés sur les fresques. La région recèle d'autres trésors de l'art roman, à découvrir entre 2 balades enneigées dans cette vallée d'Oueil, si authentique qu'il vous sera sans doute difficile de la quitter. C'est sûr. Et nous restons justement dans les Pyrénées où nous attend Isabelle de Lyon qui va nous faire partager ses coups de cœur pour la région. Bonjour Isabelle, vous êtes à Luchon, station de ski et station thermale, et vous allez justement nous parler de ça. Oui, Maya, en effet, après une balade en raquette, après une randonnée, après n'importe quelle activité sportive, je vous conseille de chercher dans les Pyrénées les sources d'eau chaude, comme ici, au terme de Luchon. Vous allez pouvoir vous baigner, vous détendre, vous prélasser dans une eau à 38 degrés. Il s'agit d'une eau thermale, très chaude, puisée dans les profondeurs de la terre. Ici, à Luchon, elle suinte même le long des parois d'une grotte qu'elle transforme en hammam naturel. On appelle ce lieu le Vaporarium, un nom latin, car les bénéfices de cette eau sont connus depuis le temps des Romains, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis le summum, c'est de se baigner à ciel ouvert quand il neige. Alors là, vous avez bien chaud dans l'eau, les flocons vous caressent le visage, c'est féerique. Ça donne envie. Et comme nous sommes en montagne, on va quand même filer sur les pistes. À Peyragudes, je crois que la station ouvre demain. Absolument. La bonne nouvelle pour les Pyrénées, eh bien, ce sont les fortes chutes de neige de la semaine dernière, jusqu'à 1,20 m par endroit, couplées à une vague de froid. Cela va permettre l'ouverture dès demain de nombreuses stations de ski, comme la station de Peyragudes, qui a été survolée par un drone hier. La neige naturelle a été confortée par de la neige artificielle, de la neige de culture. Les skieurs vont pouvoir en profiter, les pistes sont bien damées. Et puis, c'est de bon augure pour les professionnels de la montagne en hiver. L'Office de tourisme de Luchon nous disait que les réservations étaient timides parce que l'automne avait été très chaud. L'arrivée de la neige fait s'envoler ces réservations pour les vacances de Noël. Merci beaucoup Isabelle de Lyon. J'espère que vous aurez le temps de profiter des sources chaudes avant de quitter Luchon. Merci beaucoup. C'est le moment de retrouver votre 13h découverte. Pour conclure cette semaine en Auvergne, nous allons visiter le dernier moulin à papier de la région. C'est à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Monument unique qui fonctionne toujours à l'ancienne. Le site a échappé cette année à la disparition grâce à Patricia et Pascal. Reportage Julien Ababsa, Arnaud Beruel et Antoine Boulet. Cela fait près de 600 ans que les artistes couchent leurs couleurs sur ce papier. Un papier d'exception, encore fait à la main. Guy Nouvel, aquarelliste, n'a Dieu que pour lui. C'est un papier qui est lourd. C'est un gros dur au cœur tendre. Voilà. J'aime beaucoup l'utiliser, vraiment. Parce qu'il est d'ici, il est de chez nous. Ce gros dur, comme il l'appelle, est né ici, à Ambert, dans ce moulin à papier. Un emblème de la région datant de 1463, qui a bien failli disparaître il y a quelques mois, si une famille n'avait pas repris le flambeau. Messieurs, dames, on va y aller pour la visite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis coupé. Je fais une bêtise, quoi. Patricia Bardot ne maîtrise pas encore tout à fait la caisse. Allez, je vous accompagne. Avec son conjoint Pascal Toupin, ils reprennent le monument en février dernier. Bienvenue au moulin Richard Debain, qui est un moulin authentique qui a toujours fait du papier depuis 1463. Vous allez pouvoir voir de quelle manière on fabrique le papier. Ce couple dirigeait jusque-là une entreprise du bâtiment. C'était avant le coup de foudre pour cet endroit. Il est rentré un soir en disant le moulin est à vendre et on a dit pourquoi pas. Et on a essayé et on a réussi et ça se passe très bien. Je vous en prie, messieurs, dames, on va descendre dans le moulin. Il faut dire qu'ils n'ont pas n'importe qui dans leur équipe. Emmanuel Carbour est l'ancien propriétaire du moulin.
Donc là, nous sommes dans la salle de la roue. Donc là, je vais commencer par libérer la trappe. Il connaît par cœur le fonctionnement de ce mécanisme qui n'a pas changé depuis le XVe siècle. La roue entraîne ses piles à mailler, sorte d'énormes marteaux qui viennent broyer du tissu, la matière première du moulin, comme à l'époque. Voilà, la pâte à papier. Elle est fabriquée avec des vieux chiffons de récupération. Donc les draps, les chemises, ça peut être du coton, du lin ou du chanvre. C'est pas salissant, hein. Vas-y mademoiselle, tu risques rien. J'ai l'impression de faire un bond dans le temps. Là, j'ai appris qu'en fait, le recyclage, ça existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est très instructif et oui, j'apprends plein de choses. Diluée dans l'eau, la pâte à papier est ensuite prélevée, égouttée, pour laisser apparaître, comme par magie, les futures feuilles. Un savoir-faire ancestral dans les mains d'un tout jeune papetier, Thomas Monteillet. Thomas, tu as quel âge? Moi, j'ai eu 17 ans au mois d'octobre. Ils m'ont pris en stage et puis c'est venu comme ça que je me suis passionné presque pour ce métier. Ça me réjouit de le voir enthousiaste pour ce métier. Et Thomas n'a pas le temps de s'ennuyer. Reste encore à presser les feuilles pour en extraire l'excédent d'eau, avant de laisser reposer le papier et les hommes. On va goûter les rillettes qu'on va dire. Ouais, très bonne taille. Donc il faut un jour de congé entre les fêtes pour que j'en refasse. Tous les midis, l'équipe se retrouve autour de la table, comme les papetiers le faisaient déjà à l'époque, ici même. Il y en a qui sont en visite, il y en a qui sont en atelier, il y en a qui sont à la boutique, d'autres à la cuve. Et du coup, des fois, c'est vrai que sur toute une journée, on ne se voit pas du tout. C'est une vraie ruche, hein, le moulin. Donc, ça nous laisse un petit temps pour se reposer, pour faire le point entre midi et 2. L'occasion aussi pour Emmanuel de sortir l'album de famille. Là, on découvre le moulin dans son jus. Donc là, on est vraisemblablement dans les années entre 42 et 46 à peu près. L'époque à laquelle son grand-père, Marius Perraudot, rachète le moulin et le relance. Le monument restera 80 ans dans la famille d'Emmanuel. Pendant 3 générations, on a fait tourner cette roue de moulin. Et après, pour différentes raisons personnelles, je me suis retrouvé tout seul à la gérance du moulin. Et pour moi, l'avenir du moulin devait passer par une nouvelle famille qui allait s'approprier le lieu et l'histoire. Il nous met bien la pression, oui. Une pression bienveillante de l'ancien propriétaire, mais surtout le poids de l'histoire dans cette région. Le Laga, ce ruisseau, était autrefois le moteur d'une industrie papetière florissante. T'imagines, on avait déjà 7-8 moulins sur une toute petite zone. On a eu jusqu'à 150 moulins répartis sur les 3 vallées. C'est ce qui explique en fait qu'on a eu une très grosse production papetière qui a enrichi à la belle époque, au XVe et au XVIe siècle, la région d'Ambert. De ces moulins à papier ne reste aujourd'hui qu'un survivant et une grande famille de passionnés qui ne comptent pas ses heures. Ce sera notre dernier challenge, je pense. Et on espère en faire une saga familiale telle que ça a été avec la famille Perraudot. Hein. Emmanuel leur a transmis la recette pour durer. Comme pour le séchage de leur papier, il faut laisser le temps à la nature de faire son œuvre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal météo-climat de Sébastien Thomas. À 17h, vous pourrez suivre la passation de pouvoir à Matignon entre Michel Barnier et François Bayrou sur France Info, canal 27. Et puis à 20h, vous retrouverez Laurent Delahousse. On se quitte sur ces images vues du ciel du château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne, illuminé à l'occasion des fêtes de Noël. C'est un chef-d'œuvre du XVIIe siècle, un haut lieu de notre patrimoine historique. Magnifiques images. Lundi, retour de Julien Bugier. Très bonne journée et bon week-end. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, canal 27.